Paul Del Perugia, Les derniers rois mages. Chez les Tutsis du Rwanda, chronique d'un royaume oublié. Chapitre 1er. 1000 collines. Les derniers rois mages vivent encore parmi nous, au centre de l'Afrique, à quelques heures de Roissy. Lorsqu'on décolle pour le Rwanda, on s'attend à visiter une honnête république centrafricaine, dont on sait qu'elle est juchée à 2000 mètres d'altitude sur la crête Congo-Nil. On ne s'imagine guère atterrir dans un royaume récemment disparu, où subsiste, derrière un barrage de volcans et de lacs, une civilisation relique gardant les principes d'un gouvernement magique. Jusqu'au 28 janvier 1961, ce pays servait en effet de cadre à un gouvernement de rois mages. Depuis s'y est installé un régime moderne aux institutions calquées sur les nôtres, c'est-à-dire qu'elles n'agissent que sur les apparences des événements. Ce n'est donc nullement le système actuel du gouvernement rwandais qui retiendra notre attention, mais celui de l'antique gouvernement du taureau, à l'ombre duquel les rois mages firent briller sous nos yeux les dernières civilisations ésotériques. Elle se révèle contemporaine des fresques sacrées de Lascaux, des empires qui brillèrent tour à tour à Ninive et à Thèbes. Pourquoi aller importuner ces derniers rois mages? Pourquoi se glisser dans la case de ces héros détrônés et recueillir, au milieu du silence de la nuit, les secrets d'un code qui ne s'ouvre qu'à des initiés admis, après bien des enquêtes, au sein de castes impénétrables? C'est que ces hommes splendides, qui mesurent 2 mètres de haut et pratiquent un hautain laconisme, sont capables de répondre aux questions qui nous obsèdent dans nos cités. Depuis des siècles, recueillant dans d'immenses poèmes l'héritage d'observations pastorales mêlées de divins, ils vivent au contact d'un monde dont le progrès nous a définitivement aliénés. Ces grands vieillards qu'on salue comme des rois, dont on peut toucher les mains longues et sèches, sont plus anciens qu'Abraham. Ils sont contemporains du monde qui fut englouti sous les yeux de Noé. Du haut de leurs volcans surplombant des plaines enfiévrées, ils comptent parmi les rares humains capables de nous enseigner l'appui que doit prendre notre vie pour la diriger, non vers des apparences qui n'arrivent plus à tromper notre ennui, mais vers certaines réalités essentielles. Encore faut-il apprendre à écouter leur silence, à peser la valeur de leurs mots et la magnifique résonance de leurs discours. C'est pourquoi l'avion qui miroite sur la piste ne couvrira pas seulement la distance séparant Paris de la crête Congo-Nil. Il s'immobilisera finalement sur les plages d'un temps aboli, au niveau des civilisations qui tirèrent leur organisation de ce taureau magnifié dans les musées du Caire, les bas-reliefs de l'Euphrate et les temples du Gange. Dans le château fort rwandais, tout ce qui vient d'Europe s'estompe et n'éveille aucun écho. Notre culture ne nous sert de rien pour percer une énigme qu'elle nie. Si l'on veut comprendre les derniers rois mages, il faut devenir contemporain de la sagesse qui édifia les constructions pharaoniques du delta du Nil et celles presque légendaires du Tibet archaïque. Ce que le temps a ensablé dans les déserts du Sahara, de l'Euphrate, de l'Indus, survit par fragments sur les plateaux intérieurs du royaume hamite. La Méditerranée franchie, l'avion survole l'Égypte et l'extraordinaire bassin du Nil pour ne s'arrêter qu'à sa source. Le cap de l'avion se trouve fixé par le fleuve sacré des pharaons. Ses eaux traversent 5600 kilomètres de solitude poignante, de marées pestilentielles, de savanes désolées par la mouche tsetse, d'horizons tabulaires où la violence solaire fait éclater les pierres. L'ombre de l'avion dépasse en quelques heures ces horizons terrifiants, qui représentent pour les caravanes des étapes mortelles. Cependant, encaissé dans ce sol lunaire, le cordon fluvial fut l'axe d'odyssées incroyables que réussirent les explorateurs de l'ancienne Égypte, les marchands et, finalement, les grandes races de pasteurs hamites qui parvinrent un jour, avec leurs troupeaux, sur les hauts plateaux de l'Ouganda et de la poussèrent jusqu'au sommet rwandais. Survoler les solitudes soudanaises, apparaissent les premières pénéplaines et déjà des paillotes. À chaque niveau du plateau, le Nil, maintenant squelettique, se régénère à la sortie des grands lacs du Centrafrique. Les premiers étincellent comme des plaques d'étain surchauffées au milieu des papyrus et des lotus. Mais plus les plateaux gagnent en altitude, plus la fraîcheur fertilise les terres rouges ensemencées de mil, de sorgho et de manioc. Bientôt les masses lacustres miroitent dans un cadre de bananeraies survolé de flamants roses. Enfin, au sud de l'Ouganda,
et à l'ouest du Kenya, surgit sur l'horizon l'énorme château d'eau bleue sombre au dessin contrasté. C'est la crête déchirée du Congo-Nil. Sur sa face nord jaillit le fleuve sacré des pharaons. Sur sa face sud s'épanche dans un lit de pépites d'or l'énorme Congo. À travers des gisements de métaux fabuleux, il descendra paresseusement pour se jeter dans l'Atlantique sud, de l'autre côté du monde. Au premier regard, il semble qu'on va aborder un aspect inconnu de l'univers. Pour quelle raison Ptolémée, qui composa sa géographie à Alexandrie et ne vint jamais au Rwanda, décrivit-il cette région sous le nom de montagne de la Lune? Pour les mêmes raisons qui font qu'aujourd'hui encore, les Rwandais les nomment eux-mêmes Unyamwezi, c'est-à-dire pays de la Lune. Cette image sélénique traduit le choc ineffaçable qu'impriment ces masses de basalte tombées au cœur du continent. Nous touchons bien au terme du voyage. Le Rwanda est là, à cheval sur ces deux fleuves gigantesques. Il recèle mystérieusement toutes les sources qui nourrissent l'énorme Afrique. À 2000 mètres, il connaît à la fois la fraîcheur de la montagne et l'éblouissement du rayonnement tropical. D'avion on découvre cette oasis inattendue, érigée au-dessus des pénéplaines lunaires, solidement défendue par l'exhaustion volcanique, qui l'a dotée de contreforts et de glacis alternés, verts et roses, forestiers et lacustres. À l'écart des routes de pénétration, la citadelle basaltique se flanque de 7 volcans en activité, parfois étincelant de neige. Elle est fermée par la forêt primaire qui déferle sur la crête Congo-Nil et protégée par une ligne limpide de lacs aussi grands que des mers. Dans ce nid d'aigle, verrouillé sur toutes ses faces par sa géographie, se succède un tel chaos d'ondulations que le Rwanda est traditionnellement connu sous le nom de « pays des 1000 collines et des 7 volcans ». Sur près de 20 000 km², ces croupes donnent au paysage l'impression d'une bousculade qu'apaise l'abondance des hautes herbes, véritable pampas nourricière de bovidés. Il y a quelques années encore, des troupeaux de 10 000 bêtes sacrées n'y étaient pas rares. Les grands taureaux d'Égypte y trouvaient leur réplique, entourés d'honneurs quasi divins. C'est derrière le décor pastoral des montagnes de la Lune que se maintinrent jusqu'à nous les principes initiatiques qui mirent des milliers d'hommes au contact des forces réelles animant l'univers. L'herbe est ici à l'origine de tout. Elle introduit au taureau, qui lui-même introduit à une conception magique de la vie.